Europe 1, 8h35, la revue de presse. Et la revue de presse, c'est évidemment avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Maxime, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, alors on commente beaucoup la valse hésitation. Oui. La Nouvelle République, loi travail, reculade gouvernementale. Les Échos, loi sur le travail, ce que Valls va devoir changer. Mais le visage du jour, il est rond, il est surmonté d'une improbable mèche jaune. Le Figaro, c'est Amérique qui vote Trump. Le Parisien, élections américaines, et si c'était lui? Le Monde, États-Unis, Trump et Clinton favoris pour le Super Tuesday. Et Libération, vers un nouveau New Deal. Et on va donc entamer cette revue de presse par justement cette primaire américaine. Oui, et alors le titre de l'éditorial du Figaro a de quoi étonner ce matin. Trump, lanceur d'alerte. Bon, c'est pas exactement l'image qu'on a de lui. D'ailleurs, Arnaud de Lagrange le concède volontiers. Mais, dit-il, à Washington, on a fini de rire. Si le trublion provocateur continue ses célèbres mimiques, ses rivaux font la grimace. Pourquoi ? Eh bien parce que, en l'écoutant, nous dit Arnaud de Lagrange, les élites et le peuple n'ont pas la même oreille. Alors lanceur d'alerte parce que, aux élites politiques européennes, il vient rappeler qu'il est dangereux d'oublier la langue de ceux dont elles appellent le vote. Le journal souligne à quel point le milliardaire d'ailleurs n'est pas du tout libéral tendance Ronald Reagan. Délirant ou pas, les solutions qu'il prône sont protectionnistes et interventionnistes. Un combat contre le consensus libre-échangiste et contre ces constructeurs automobiles qui font fabriquer leurs voitures au Mexique, expliquant préserver les emplois à haute valeur ajoutée aux États-Unis. La direction du Parti républicain, du coup, tremble, d'autant qu'en face, nous explique Libération, Bernie Sanders a imposé un débat sur le SMIC. De quoi changer la vie de ces employés de fast-food comme Stéphanie, 26 ans, qui lance fataliste « Si les choses ne changent pas, je travaillerai jusqu'à ma mort ». À lire la presse ce matin, c'est pourtant Hillary Clinton qui voit ses chances multipliées par l'éventualité d'un duel avec Trump. Dans Le Monde, une tribune de John MacArthur nous la décrit pourtant en égérie des milieux financiers, multipliant les conflits d'intérêts, partagés entre un néolibéralisme et un interventionnisme militaire. Bref, qu'ils soient à droite ou à gauche, à la fin, ce sont pas forcément les candidats protestataires qui gagnent. Les élites contre le peuple, c'est ça la clé de ces primaires américaines ? Finalement, la plus formidable analyse de la situation, aux États-Unis comme en Europe, on la trouve sur un petit site appelé Le Comptoir, dans un très long entretien avec le philosophe Jean-Claude Michéa. Destruction de la culture populaire par l'uniformisation des modes de vie qu'implique la société de consommation. Dissolution des liens sociaux. Alternance unique, dit-il, entre l'aile gauche et l'aile droite du château libéral. Le philosophe décrit avec une précision chirurgicale le capitalisme du futur, croisement entre technologie moderne et libéralisme économique. Une dénonciation du dogme progressiste selon lequel, dit-il, tout pas en avant constituerait toujours un pas dans la bonne direction. Dogme qui, selon lui, pousse à la colère et au désespoir des populations mises en concurrence permanente. Voilà qui ressemble fort à une analyse du phénomène Trump comme conséquence monstrueuse de la colère. Trump aux États-Unis, mais aussi ses jumeaux européens. Un combat dans cette revue de presse, combat pour le savoir. Ben oui, et d'ailleurs ce n'est pas sans lien. C'est dans l'Humanité qu'on trouve une pleine page pour dénoncer la disparition des heures de latin dans le cadre de la réforme du collège. Car si la ministre avance qu'aucune discipline ne perdra d'heures, le journal rend compte des calculs de l'association Arrête ton char, qui démontre que 950 000 heures annuelles de latin sont en passe de partir en fumée. Et si c'est l'Humanité qui porte ce combat, ben c'est bien parce qu'il ne concerne pas seulement les enfants de cadre des collèges de centre-ville. Au contraire, nous dit un professeur d'un petit collège rural en éducation prioritaire, c'est pour les élèves en échec que les langues anciennes sont une chance. Du cinéma et de la censure dans cette revue de presse. Ben oui, le Parisien consacre à nouveau une pleine page à cette association, vous savez, on en a déjà parlé, Promouvoir, qui entend revenir sur le classement tout public de films contenant des scènes d'ultraviolence et de sexe. Alors, le journal explique que pour répondre aux victoires juridiques de l'association, le ministère de la Culture envisage un lifting du code du cinéma qui prendrait davantage en compte la notion d'œuvre et qui ne se fonderait plus, par exemple, sur le critère de la non-simulation des actes sexuels. Hasard ou non, La Croix parle aussi de cinéma. Mais pour nous expliquer que l'OMS demande dans un rapport l'interdiction aux mineurs des films où l'on voit des acteurs fumer. Ça risque de faire beaucoup. Le rapport rappelle bien sûr la stratégie des fabricants de tabac qui ont commencé dès les années 30 à payer l'industrie du cinéma pour du placement de produits. Et le soupçon serait qu'en fait ces pratiques perdurent secrètement. La députée socialiste Michèle Delaunay dénonce le fait que des scènes de tabagisme soient présentes dans 80% des films français. Et oui, 80%. Enfin, du coup, la notion de protection des mineurs, visiblement,
est à géométrie variable. Vous nous emmenez grâce à la presse ce matin en Israël pour parler de high-tech. Oui, les Échos s'intéressent à une étonnante particularité de la société israélienne. Lors de la fondation du pays, il a été concédé aux religieux ultra-orthodoxes le droit de ne pas se soumettre au programme scolaire ni au service militaire. Ils étudient toute la journée la Torah et vivent dans une extrême pauvreté soutenue par des aides sociales. Alors il s'agissait à l'origine de préserver la culture d'une communauté éradiquée par la Shoah. Eh bien aujourd'hui, pourtant, certains trouvent un emploi puisque les start-up de Tel Aviv s'intéressent à eux. Ces hommes, explique un jeune patron, ont développé une telle agilité d'esprit grâce à l'étude des textes talmudiques qu'ils assimilent très vite et sont surtout capables de penser hors du cadre. Oui, c'est étonnant. Alors, il faut bien sûr tout leur apprendre, puisque dans leurs écoles, on n'enseigne pas les matières profanes, l'anglais, les mathématiques, etc. Et puis, les femmes travaillent à peine et ont en moyenne 6 enfants. En fait, l'ultramodernité s'accommode finalement assez bien de la radicalité totale. Le clin d'œil de cette revue de presse. Oui, en cette période de crise du port breton, Libération se lance dans une ode au pâté Enaf. Bon appétit. 2 pages pour nous raconter l'épopée de ce monument français porteur d'émotions. Pour un nombre insoupçonnable de personnes, quand même. Le patron raconte par exemple que des consommateurs écrivent pour demander si on peut mettre une bague de fiançailles dans une boîte de pâté, ou pour raconter qu'à leur mariage... c'est très très classe. Mais La oui. bague de fiançailles dans le pâté, j'y avais pas pensé. Ou alors pour raconter qu'à leur mariage, chaque invité en a reçu une. Vous voyez, les gens sont heureux. Bon. Il y en a un autre pour ses 25 ans qui a demandé à Enaf d'être partenaire officiel de son anniversaire. Eh bien, il a reçu un grand carton de 100 boîtes. Mais oui. Et alors, le patron des pâtés Enaf explique qu'il n'y a pas de demi-mesure dans le pâté Enaf. Il y a ceux qui comprennent et ceux qui ne comprennent pas. Ce serait en fait une nouvelle forme de la fracture entre le peuple, les élites, tous ceux qui ne savent plus se parler. C'est dommage. Et alors, message lancé ce matin, 8h42 sur Europe 1. Si Enaf veut être partenaire de cette matinale, il n'y a aucun problème. Un carton sans pâté pour demain matin. On le mange avec Julie, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, c'était la revue de presse de Natacha Polony.